Avec le premier sujet du livre, Doumet et Jesse Pinkman. Pour commencer, un cas clinique. Vous recevez un jeune homme de 29 ans. Vous recevez un appel au SAMU pour un jeune homme de 29 ans, suspicion de tentative d'autolyse médicamenteuse. C'est un jeune homme qui n'a pas d'antécédents et qui est retrouvé inconscient par sa famille, ou qui appelle le SAMU dans ce contexte-là. Il est rapidement décidé d'un départ SMUR et à l'arrivée de l'équipe sur place, il n'y a pas de blister autour du malade, une lettre d'adieu. Et un patient qui est Glasgow 3, qui est tachycarde, hypotendu et qui présente une hypoxémie malgré une oxygénation au masque à concentration de 15 litres. Il a un dextro qui est normal et un ECG qui retrouve une tachycardie sinusale à QRS fin. Pour commencer, qu'est-ce que vous proposez comme conduite là dans les moments préhospitaliers pour ce patient? Staff junior, honneur au junior. Lâchez-vous. Intubation. Intubation. En premier. Pause de perte. C'est ce qu'il a dit. Pause de perte. Pause de perte. Pour intuber après. Comment? Pour intuber après. Pour intuber après. Effectivement, on commence par poser 2 bonnes VVP, un remplissage devant hypotension chez ce malade, plus ou moins des catécholamines, et une induction en séquence rapide en vue d'une intubation trachéale. Donc le patient, il est transporté, transféré en réanimation et à l'arrivée dans le service, il est intubé, ventilé, sédaté, il a une SAT à 88% sous l'effet de 100%. Il a une auscultation qui est claire et symétrique, une dépendance à la noradrénaline 1 mg/h. Et ce qui vous choque tout de suite, c'est la couleur de ce malade. Il a le tégument complètement de cette couleur, de la tête aux pieds. Il ne présente pas de toxydrome particulier. Qu'est-ce que vous faites comme premier examen un petit peu au plus près du patient paraclinique? Gaz du sang. Un gaz du sang, la gazométrie. Effectivement, et la gazométrie de ce monsieur, c'est celle de gauche. Il a un sang d'une couleur un peu particulière, peut-être que ça évoque certaines choses à certains. À droite, c'est une gazométrie artérielle normale. Donc le résultat de sa gazométrie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Des choses qui vous choquent, des choses qui vous choquent pas? On a entendu la SAT? Ouais. Donc, sinon, on prend ligne par ligne, et puis s'il y a des choses qui vous choquent ligne par ligne. La PO2 SAT? à 500. Comment? La PO2 à 500. Ouais, PO2 à 500. Un peu élevé avec une SAT à 85%. Et une méthémoglobine à 88%. Effectivement, en gros, il y a une discordance entre la PaO2 et la SaO2 qui est différente, qui est inattendue. Voilà, il y a une méthémoglobine qui est à 88% avec des lactates à l'acidose. De tout ça, il y a certaines hypothèses qui nous viennent à l'esprit. Il habite en ville, ce monsieur ou... Il habite en ville, ouais. Intoxication quoi? Monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Ouais, faut que t'enlèves ta... Ouais. Je ne crois pas que Le CO. CO. Il n'y a pas de CO. Si, t'as la carboxyhémoglobine. La 0,8. Normal. Autre hypothèse? Les donneurs de méthémoglobine. Comment? Intoxication aux donneurs de méthémoglobine. Intoxication au donneur de Ça méthémoglobine. s'appelle. on a une piste. On a une piste. Avant de déballer tout ça, quelques rappels sur le transport de l'oxygène. Donc l'oxygène est transporté grâce aux globules rouges et au terme de la circulation sanguine par 2 principaux mécanismes qui sont la diffusion et la convection. Il y a une première étape de diffusion de l'alvéole pulmonaire au capillaire pulmonaire qui permet l'oxygénation du sang et un transport convectif, donc des molécules dans un liquide
qui est représentée par la circulation sanguine, avant d'aboutir à une deuxième étape de diffusion au niveau du capillaire tissulaire, on pourrait l'appeler comme ça, des différents organes cibles qui requièrent de l'oxygène pour leur bon fonctionnement. Et pour rappel, l'équation du transport artériel en oxygène qui est dépendant du débit cardiaque et du taux de saturation de l'hémoglobine. Ici, on a choisi de négliger la pression partielle en oxygène qui peut être incorporée dans l'équation. L'hémoglobine, c'est une chromoprotéine qui est faite de 4 sous-unités. Chaque sous-unité comprend un site actif qui est représenté par l'hème. Et au centre de cet hème, il y a un fer qui est sous forme ferreux, Fe2+. Et c'est là que va se fixer la molécule d'oxygène pour être transportée par la suite. L'O2, en se fixant sur ce site d'activité de l'hémoglobine, a un effet allostérique. Qu'est-ce que c'est que l'allostérie? C'est la propriété d'une enzyme lorsqu'elle se fixe, d'un ligand, lorsqu'il se fixe sur une enzyme en dehors du site d'action, de modifier dans l'espace la configuration protéique. Et dans ce cas, l'O2 est un effecteur allostérique positif de l'hémoglobine. Lorsque l'O2 se fixe sur le site actif de l'hémoglobine, il va y avoir un changement de configuration de chacune des 4 sous-unités de l'hémoglobine qui va rendre plus affine chaque sous-unité qui n'est pas encore associée à de l'oxygène. Donc c'est une modification spatiale et de cette donnée en découle directement la courbe de dissociation d'hémoglobine qui est représentée ici, avec en axe la pression artérielle en oxygène, en ordonnée la saturation, et on voit que par exemple pour une PaO2 qui est autour de 80, on a un niveau de SAT qui est normal, et rapidement sur la pente de la courbe, pour des variations de pression partielle en oxygène, plus on se rapproche d'une pression basse, des variations de SAT qui sont importantes. Le 40, c'est à peu près le seuil de nœud, 40 mm de mercure. On voit qu'à ces niveaux-là, il y a une dissociation qui est plus forte de l'oxygène sur l'hémoglobine. Il existe d'autres effecteurs allostériques qui ont des effets du coup sur la fixation d'O2 sur l'hémoglobine, notamment le CO2 qui, en agissant directement sur l'hémoglobine, a un effet négatif sur la fixation d'oxygène et qui, de ce fait, va décaler la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la droite. C'est-à-dire que pour des niveaux de pression partielle en oxygène qui sont plus importants, on aura une dissociation supérieure de l'oxygène de son ligand, l'hémoglobine, alors que c'est l'inverse dans le poumon, où pour des pressions partielles en oxygène importantes, on va avoir une affinité qui sera supérieure et qui va permettre l'association de la molécule d'oxygène sur l'hémoglobine. C'est résumé ici. Le transfert en fait, d'oxygène de l'hémoglobine vers le tissu est dépendant du coup, de multiples facteurs, avec notamment la pression partielle en oxygène, la pression partielle en dioxyde de carbone. Et ce qui est représenté ici, c'est la diffusion de l'oxygène venant de l'hémoglobine vers le tissu, qui est dépendante du coup, cette diffusion et le relargage de l'oxygène vers le tissu, dépendante du gradient entre l'entrée et la sortie du capillaire sanguin, qui va permettre une dissociation de l'oxygène et de l'hémoglobine, et qui va permettre l'oxygénation du tissu. Mis bout à bout, tous ces mécanismes permettent du coup au tissu de capter l'oxygène. On pourrait utiliser cette figure également dans le poumon, en remplaçant le tissu par un poumon, et ce serait l'inverse, où le capillaire sanguin est à son début peu oxygéné, et au fur et à mesure de la fixation des molécules d'oxygène sur l'hémoglobine, par effet allostérique, on va avoir une fixation qui sera de plus en plus importante sur la molécule d'hémoglobine, et qui permettra du coup, le transport de celle-ci, le lien entre l'oxygène et l'hémoglobine.
De façon physiologique, on produit tous de la méthémoglobine. Il y a une oxydation de l'hémoglobine qui est normale et quotidienne, et qui forme donc cette méthémoglobine. Il faut savoir que c'est la première étape du catabolisme physiologique de l'hémoglobine, qui, au moment de son entrée dans la moelle, s'oxyde pour être à terme détruite. Donc, il y a des systèmes enzymatiques qui permettent de maintenir un taux circulant de méthémoglobine inférieur à 2%. Et c'est principalement la cytochrome B5 réductase qui va jouer le rôle d'accepteur d'électrons et qui va permettre à l'hémoglobine qui a été oxydée, donc qui a gagné un électron, de retomber sous une forme réduite et donc fonctionnelle. La méthémoglobinémie, quand est-ce qu'elle devient pathologique? Évidemment, quand il y a un taux qui est important. Il y a deux mécanismes principaux pour expliquer cette toxicité. Le premier, c'est l'impossibilité de fixation de l'oxygène au sein du site actif de l'hème par le changement redox du fer au niveau du site actif, qui passe d'une forme ferreuse Fe2+, à une forme ferrique Fe3+, par le jeu des oxydations. Et à ce moment-là, la molécule d'oxygène n'est tout simplement pas capable de se lier à se faire, donc la molécule d'hémoglobine ne peut pas fixer l'oxygène. Ça a un effet allostérique, la méthémoglobine, puisque en modifiant la totalité ou une partielle des sous-unités, il va y avoir une modification structurale de l'hémoglobine qui va, un mécanisme un petit peu compensateur, augmenter l'affinité des autres unités qui n'ont pas été oxydées et qui vont du coup entraîner une association entre la molécule d'oxygène et l'hémoglobine qui sera d'autant plus forte. C'est ce qui est représenté ici. Et c'est ce qui explique finalement le décalage de la courbe de dissociation de l'oxygène vers la gauche par le jeu de cette augmentation de l'affinité des autres sous-unités de l'hémoglobine qui n'ont pas encore été oxydées, et qui explique finalement le phénomène qui rend infonctionnelle la méthémoglobine, c'est-à-dire qu'à la fois elle ne peut pas fixer l'oxygène, elle ne peut pas le transporter, mais en empêchant cette fixation, les autres sous-unités deviennent plus affines pour l'oxygène et vont garder la molécule d'oxygène et ne vont pas la relarguer de façon adéquate. Donc il y a à la fois la diminution de la fixation de l'oxygène par l'hémoglobine et la diminution de sa diffusion au tissu, car l'effet allostérique renforce cela. Le corollaire de tout ça, c'est une hypoxie tissulaire par manque d'apport d'oxygène. Les manifestations cliniques, elles sont directement liées au taux de méthémoglobine. Inférieur à 10%, on a une absence de symptômes. Et tout de suite, entre 10 et 20%, on a une cyanose diffuse, un sang qui est couleur chocolat. À partir de 20-30% de taux de méthémoglobine, on a l'apparition de céphalées, d'une dyspnée, d'anxiété, de syncope. À partir de 30 à 50%, les symptômes se majorent un petit peu. Ils peuvent entraîner une confusion, somnolence, fatigue, vertige, polypnée, tachycardie sur le plan cardiovasculaire. À partir de 50%, on est vraiment dans des manifestations cliniques importantes, délétères, avec principalement un collapsus, un coma, des convulsions, la survenue d'une acidose lactique expliquée directement par l'hypoxie tissulaire. Les troubles du rythme ont déjà été décrits et un taux supérieur à 70% entraîne le décès rapidement en l'absence de traitement. Les étiologies de la méthémoglobine, de la méthémoglobinémie, il y a deux grands cadres qui sont les formes acquises, qui sont plus fréquentes, qui surviennent lorsque le patient, le sang, est en contact avec des agents méthémoglobinisants, et des formes qui sont innées congénitales, liées à des déficits finalement de la chaîne de réduction physiologique de l'hémoglobine, qui ne permettent pas de maintenir le taux circulant comme on l'avait vu avant dans des seuils acceptables. On peut aussi décrire des mutations ou de configuration structurelle de l'hémoglobine qui peuvent entraîner ce genre de contexte. Les principaux agents méthémoglobinisants, ils sont décrits ici, ils sont très nombreux. Ils agissent soit de façon directe sur le site
chimiques, soit de façon indirecte après avoir été biotransformés. En tête d'affiche, on a les dérivés de la cocaïne, masocaïne, qui soient sous forme injectable ou sous forme topique. La dapsone a souvent été décrite aussi. Les sulfamides également, les nitrites de sodium, le poppers et le bleu de méthylène. La liste est longue et là, c'est les molécules les plus fréquemment rencontrées. Chez ce monsieur, finalement, en trouvant les éléments anamnestiques, c'est un jeune homme qui a acheté sur Internet un kit de suicide. Et dans ce kit de suicide, sa composition, c'est des nitrites de sodium en forte quantité. Il a ingéré 20 grammes associés à des antivomitifs. Les nitrites ont un effet direct sur l'oxydation de l'hémoglobine, un effet toxique direct à l'injection. On décrit une dose létale de 6 à 10 grammes et lui il avait un petit point sur le diagnostic paraclinique. On l'a vu en hospitalier, la gazométrie artérielle fait le diagnostic en plus du contexte anamnestique de la clinique. Et un petit moyen en pré-hospitalier, c'est d'utiliser la CO-oxymétrie qui permet de détecter de façon plus fiable le taux de méthémoglobine circulante. L'oxymétrie de pouls dont on dispose à l'hôpital détecte les ondes d'absorbance de l'hémoglobine, seulement un pic, et le CO-oxymètre, lui, permet d'avoir un spectre d'absorbance qui est plus large et donc une sensibilité qui est supérieure. On va attaquer maintenant les traitements. Pour avoir les 20 grammes, il faut combien de tranches de jambon? Alors, je n'ai pas calculé, mais c'est à peu près 1 tonne. Les traitements, petit rappel, sur les traitements en toxicologie, c'est un trépied qui repose sur le traitement symptomatique en premier lieu, des traitements qui peuvent être épurateurs, évacuateurs, et bien sûr l'antidote. Pour rappel, sur les traitements épurateurs et évacuateurs, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis sur le lavage gastrique et il n'y en a aucun qui a permis de mettre en évidence une amélioration sur la mortalité. Il n'y a aucune indication, aucun contexte clinique qui permette de le préconiser. Et pour le charbon actif, c'est à peu près la même chose. Il ressortirait qu'on pourrait l'administrer en cas d'intoxication par un toxique qui serait cardio-absorbable dans un délai d'1 heure chez un patient qui est grave. Mais finalement, le délai d'1 heure, il est rarement possible dans les faits et il n'y a rien qui montre qu'il y a un bénéfice à le faire. Il y a beaucoup d'effets secondaires aussi. On ne peut pas le donner chez le patient qui présenterait des troubles de conscience. Donc on ne saurait ne recommander ni l'un ni l'autre. L'antidote, dans ce contexte de méthémoglobinémie, c'est le bleu de méthylène. On l'a vu avant, ça fait partie des toxiques. Comment ça marche? Pour réduire notre molécule d'hémoglobine qui a été oxydée dans le sang, la voie qui est utilisée de façon physiologique, elle utilise la voie de la glycolyse anaérobie par le biais du NADH. C'est ce qui est utilisé de façon courante. Et il y a une voie accessoire qui utilise la glycolyse aérobie, qui fait intervenir la G6PD, donc la voie de la glycolyse, qui a besoin de glucose et d'hydrogène pour réduire l'hémoglobine qui a été oxydée. Et en fait, le bleu de méthylène, après son administration, va se retrouver sous forme réduite au niveau sanguin. Et cette forme réduite va jouer le rôle d'accepteur d'électrons, ce qui va permettre de réduire l'hémoglobine et de stimuler cette voie accessoire qui devient prioritaire dans ce cas-là, qui va permettre un retour à un taux d'hémoglobine réduite normale. Les indications du bleu de méthylène, c'est le traitement de première intention. Il a été retrouvé plutôt de le recommander en cas de méthémoglobinémie supérieure à 20% symptomatique ou une méthémoglobinémie supérieure à 30% sans symptômes. Donc les contre-indications, évidemment, s'il y a une allergie qui a été documentée ou un déficit en G6PD, dans le sens où il n'y aura aucun effet de ce bleu de méthylène et plutôt des effets délétères. L'administration, la posologie, c'est de 1 à 2 mg kg, maximum 7 mg kg.
sachant qu'à des doses supérieures à 15 mg kg, les effets délétères à type d'hémolyse. Prudence quand même avec l'utilisation de cet antidote, qui a des effets secondaires assez spécifiques, mais à type d'anxiété, de tremblement, de dyspnée ou de cyanose. Pour notre patient, il reçoit une première injection de 2 mg kg de bleu de méthylène, ce qui permet une baisse rapide de sa méthémoglobinémie, 46% venant de 88% en moins d'une heure. En général, ça se fait assez rapidement. Il recevra au total 2 doses qui permettra une baisse significative de son taux de méthémoglobine, mais qui restera supérieur à 10% à 24 heures des soins. Il n'y a pas eu de recours à des traitements épurateurs type dialyse, une question hyperbare. Le patient s'est amélioré finalement assez rapidement et en 6 jours, il a bien récupéré sur le plan clinique. Donc en résumé, c'est une affection qui est rare. Il y a beaucoup de substances qui peuvent être en cause. Il faut y penser, notamment en contexte anesthésiologique, avec le recours de la cocaïne, qui sont sous forme injectable ou hyperos. Les symptômes sont peu spécifiques, mais ils sont en fonction du taux. Et retenir l'antidote, qui est le bleu de méthylène. Pour finir, un petit quiz sur les poisons et leurs antidotes. Le méthotrexate, c'est ce que je propose. L'acide folique, effectivement. La chloroquine. L'acide valproïque. Le méthanol. Ouais, parce que les digitaliques, c'est anticorps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Alexis. Est-ce que tu peux